Bonjour les élèves de sixième, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai trouvé un moyen quand même de pouvoir vous voir un petit peu avant que vous ne partiez en stage d'observation. Et donc, un grand merci à tous ceux qui sont là devant leur vidéo à me regarder. Donc je ne suis pas présente, vous l'avez remarqué. Certains d'entre vous m'ont envoyé des petits messages d'ailleurs pour poser la question de ce qui m'arrivait. Je les remercie beaucoup, ça m'a fait très très plaisir. En tout cas, il se fait que les personnes avec lesquelles je vis sont pour le moment atteintes de la Covid-19. Donc, je continue à me faire tester. On va voir si je l'attrape. Alors, à ce moment-là, j'espère être de retour quand vous serez de retour de votre stage d'observation. Mais on va voir un peu. Donc, pour le moment, je suis un peu bloquée chez moi. C'est dommage. J'aurais vraiment bien aimé pouvoir être là, surtout pour la 6e D. J'aurais grand plaisir à revoir la 6e E aussi, mais pour la 6e D dont je suis co-titulaire avec Madame Bodard cette année. Je sais que la rentrée a été un peu chahutée. C'était relativement logique, je pense, la fin de l'année ayant été particulière. La 6e commence un petit peu de façon aussi particulière. Voilà, ce sera votre cycle 5-6 où vous aurez été confronté, comme nous d'ailleurs, à la crise sanitaire à laquelle personne n'avait été préparé, puisque c'est la première fois que nous vivons ça tous ensemble. Avec mes collègues titulaires, donc Madame Bodard, Monsieur Waters et Monsieur Delas, nous avons vraiment essayé de tenir compte de vos désirs et des ratas relationnels. Mais vraiment, j'insiste pour que vous essayiez tous de prendre sur vous un maximum parce que la situation n'est facile pour personne. Ni pour vous, bien sûr, parce que ça fait 6 mois que vous n'êtes plus venus à l'école. Vous avez eu tous un vécu éloigné du scolaire qui n'a pas forcément été facile. C'est la même chose pour l'équipe éducative, c'est la même chose pour l'équipe de vos enseignants, des éducateurs, de la direction. Ce sera la même chose dans vos lieux de stage. Donc, je vous invite plus encore que d'habitude à être vraiment adulte par rapport à vos réactions et à essayer de vous prendre un maximum en charge pour que justement ne s'ajoutent pas aux difficultés liées à la crise virale des difficultés liées au fait qu'on n'a pas forcément envie de s'arranger avec les uns ou les autres, on n'a pas forcément envie d'aller dans le lieu de stage qu'on a demandé, on est déçu parce qu'on ne peut pas avoir des visites à l'extérieur et on le fait savoir, etc. etc. Voilà, je serais vraiment contente de revenir auprès de jeunes adultes en formation qui ont compris l'importance justement de pouvoir essayer de gérer tout ça ensemble, professeurs, élèves, équipe formative, pour que nous puissions atteindre notre objectif de cette année, et c'est-à-dire pour vous, c'est l'obtention de votre CESS et de votre qualification. C'est vraiment important que vous puissiez vous y remettre et faire contre mauvaise fortune bon cœur, faire avec ce qui vient, dont on ne sait rien pour le moment, et que ça puisse avancer au maximum. Alors, si je vous envoie ceci, je me suis dit que j'allais quand même pouvoir vous donner en tout cas les intentions pédagogiques et une petite introduction pour la première partie du cours qui que vous aviez déjà reçu en devoir l'année passée par mail. Alors certains l'avaient fait, d'autres un petit peu moins. De toute façon, je vous renvoie, vous l'avez reçu dans le mail que je vous ai envoyé. Vous avez reçu le document en papier sur lequel ce que je vais vous expliquer est présenté là actuellement. Alors, je vais vous lancer tout ça. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, éducation à la santé, 6e année. Alors, cette année, au niveau des intentions pédagogiques, ça, vous pouvez les lire. Elles se trouvent dans le document papier que vous avez reçu. Et elles sont très semblables à celles de l'année dernière, dans le sens où les deux compétences vraiment importantes en éducation à la santé tournent d'une part autour de tout ce qui concerne des savoirs théoriques, savoirs en santé,
Et d'autre part, tout ce qui concerne des savoirs pratiques. Alors l'année passée, on a fait majoritairement les gestes du BEPS, on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire au niveau pratique. Et donc on va les refaire cette année. Mais donc ce sont vraiment les 2 compétences sur lesquelles vous allez être évalué. Et l'évaluation, elle se fait toujours de manière classique. Vous savez un petit peu, hein, là c'est comme l'année passée, c'est des interrogations régulières, des devoirs, des petits travaux à faire en classe. Et ce sera un examen oral en fin d'année. Cette année, d'habitude je fais un écrit en 6e, mais ce sera un oral pour justement pouvoir passer au niveau du pratique également. Alors cette année, au niveau de la matière, j'ai retravaillé le cours pour voir toute la matière qui a été non vue en 5e année. Donc nous allons commencer par un chapitre qui tourne autour de la consommation de médicaments. Donc on en avait déjà parlé, hein, consommation de médicaments, est-ce que c'est le rôle de l'agent d'éducation ? Non, parce que c'est un acte médical, donc ça ne fait pas partie de vos compétences, mais c'est important de savoir comment ça fonctionne parce que, en pratique, les agents d'éducation donnent des médicaments quand le médecin les prescrit et vous allez voir que parfois aussi on donne des médicaments dans la gestion d'une institution au jour le jour, un peu en bon père de famille, des médicaments qui sont en prescription libre. On verra ce que c'est quand j'avancerai un petit peu plus loin. Alors, en chapitre 2, on va revenir à la manutention et on va faire tous les exercices pratiques qu'on n'a pas su faire l'année passée. Lever quelqu'un, asseoir quelqu'un, comment mettre un change à quelqu'un, comment gérer un fauteuil roulant, comment gérer une paire de béquilles, tout ce qui était bandage aussi, qu'on n'a pas fait l'année passée, que vous avez fait un peu en exercice pratique. Je m'en souviens bien, il y en a parmi vous, il y en a 4 qui avaient droit aussi à une petite surprise parce qu'ils avaient réussi le concours. J'ai pas oublié non plus, mais comme je ne suis toujours pas revenue, vous ne l'avez pas encore. Alors, on va voir ce que c'est la gestion des crises, d'hyperventilation, d'asthme, d'épilepsie. C'est pas la même chose, c'est important de savoir faire la différence entre les deux. En chapitre 4, normalement là c'est la matière de 6e qui commence, on verra la gestion sanitaire du quotidien. Comment rester en bonne santé au quotidien? Qu'est-ce qu'on gère avec ses bénéficiaires? Et ce chapitre-là, il est normalement très fort lié à votre épreuve 2. Ça va comment accompagner, par exemple, les douches au quotidien chez une personne qui a un handicap. Comment favoriser une alimentation saine chez les enfants? Comment stimuler les gens à avoir un sommeil qui est équilibré, faire un coucher avec des enfants, etc., etc. Et le dernier chapitre, ce seront les pathologies courantes, les maladies courantes auxquelles vous allez être confrontés. Ça va? Donc, vous avez déjà vu en maison de repos, par exemple, il y a énormément de personnes diabétiques. Et c'est quoi le diabète? C'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Alors, ici, consommation de médicaments. Eh bien, c'est le document papier que vous avez reçu. Ça reprend les idées principales qui sont là-dessus. Et donc, un médicament, si on prend la définition du dictionnaire, un médicament, c'est une substance ou une composition présentée comme possédant des propriétés curatives, donc qui peuvent soigner, ou préventives, qui peuvent prévenir à l'égard des maladies humaines ou animales. Donc ça, c'est une définition très générale. Et on va aller voir un peu plus en pratique de quoi il s'agit. Alors, au niveau de la consommation de médicaments, eh bien, en Belgique, elle est très très élevée. Et donc, ça c'est ce qu'on avait vu l'année passée dans le devoir. Le rôle du médicament, c'est guérir, soigner, soulager et prévenir. Alors, voici l'article que vous avez devant les yeux. Donc, ça parle en 2018, mais ça reste d'actualité, de la consommation de médicaments. Vous pouvez le lire chacun individuellement. Et donc, ça revient vraiment à ce que je vous ai dit là tout de suite, c'est-à-dire qu'en Belgique, on en consomme énormément et il y a une augmentation régulière. Et puis, on voit dans l'article que les femmes consomment plus de médicaments que les hommes. C'est en fonction des tranches d'âge aussi, ça c'est pas mis dans l'article, mais les personnes âgées en consomment plus. Donc voilà, la consommation de médicaments n'est pas égale chez tout le monde. Alors, petite comparaison par rapport aux autres pays. Ici, donc, c'est la consommation de médicaments qu'on appelle des antidépresseurs, que vous connaissez peut-être, en tout cas de nom.
la Belgique, au niveau du classement mondial, se trouve ici. Ça va? Donc elle est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e position au niveau mondial. Comme il y a à peu près 200 pays, 197 je pense au dernier recensement dans le monde, eh bien vous voyez que ça classe quand même la Belgique dans le top mondial au niveau de la consommation, en tout cas pour ces médicaments-là. Donc, la consommation d'antidépresseurs, je pense que je vous en avais parlé un tout petit peu l'année passée, en expliquant aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait la définition de la santé, on a vu que la santé pouvait être influencée par toute une série de facteurs extérieurs. Je vous avais parlé notamment de la météo, notamment de la culture, et c'est vrai qu'on avait vu que dans les pays qui sont moins ensoleillés, eh bien, le soleil développe des hormones au niveau du cerveau qui luttent contre la dépression, mais quand on a moins de soleil, on se retrouve alors plus dans des situations de dépression. Et quand on regarde dans le graphique là, enfin dans les statistiques que je vous ai montrées, finalement ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même des pays, que ce soit l'Islande ou la Suède, le Danemark, ce sont des pays aussi, le Royaume-Uni, ce sont des pays où on manque de soleil aussi. Donc ça c'est un des facteurs qui peut expliquer. Alors, nous allons aborder la problématique de la pharmacie familiale. Donc j'imagine que vous avez tous chez vous une pharmacie familiale qui reprend toute une série de médicaments. Alors, dans cette pharmacie familiale, on va trouver toutes sortes de choses. Des médicaments qui sont donnés sur ordonnance, donc que le médecin vous a prescrit, et d'autres médicaments que vous avez pu aller acheter par vous-même. Donc avant de voir un peu la composition vraiment, il faut vraiment faire attention à la sécurité. Et ça, c'est votre rôle. Je parle de pharmacie familiale. Ça peut être la pharmacie aussi que vous avez dans la maison de quartier, que vous avez dans le centre dans lequel vous êtes en stage. Les médicaments, c'est très bien, mais ça peut être toxique. Surtout s'ils sont consommés en trop grosse quantité, en overdose, s'ils sont donnés à des personnes qui sont allergiques, ou qui ont des maladies particulières. Par exemple, si vous avez une maladie des reins, vous ne pouvez pas forcément prendre tous les médicaments, ça vous le savez. Ou alors pour lesquels les médicaments ne sont pas adaptés. Les enfants, par exemple, qui prendraient des médicaments qui sont liés, normalement réservés à des adultes. Eh bien, à ce moment-là, on risque une overdose et l'enfant ou la personne qui a consommé l'excès de médicaments peut avoir des conséquences qui peuvent être graves. Ça peut aller d'un endormissement à une lassitude ou des choses comme ça, des choses beaucoup plus graves, un coma, des lésions vraiment graves au niveau de son organisme, voire dans les cas graves, ça peut mener jusqu'à la mort. Et ça arrive vite. Moi, j'ai souvenance, alors je peux vous citer une petite anecdote. J'ai une amie à qui c'est arrivé, et pourtant elle est médecin. Et elle prenait à un moment donné des médicaments pour dormir. Des somnifères parce qu'elle avait des troubles du sommeil. Et son petit garçon, qui avait 4 ans à l'époque, lui a demandé ce que c'était les médicaments qu'elle prenait. Et elle lui a dit « Ah, mais c'est un médicament pour m'aider à dormir. » Et puis le soir, elle met son enfant au lit, elle est en bas, et elle entend tout à coup qu'il bouge un peu entre les chambres, et puis il va se recoucher. Et au début, elle ne s'inquiète pas. Et puis tout à coup, elle se dit, elle repense à ce qu'elle lui a dit, un médicament pour dormir, et elle monte vite voir, et effectivement, l'enfant avait été dans la chambre de sa maman, les médicaments étaient sur sa table de chevet, il en avait avalé, et donc il se trouvait à avoir pris un médicament qui n'était pas du tout adapté à son cas, pour lequel en plus il n'avait pas le poids, il n'avait pas la morphologie pour pouvoir supporter ces médicaments-là. Alors heureusement, elle s'en est rendue compte à temps, et donc l'enfant a été emmené chez le médecin, il n'y a pas eu de souci. On a pu tout à fait nettoyer son estomac et il n'a pas eu de conséquences par rapport à ça. Mais pour le même prix, elle ne s'en rendait pas compte et les conséquences pouvaient être tout à fait différentes. Donc c'est vraiment important de faire attention à ça. Et donc, au niveau des médicaments et de la sécurité, eh bien, vous vous rappelez sans doute, on avait vu... Attendez, je vais juste voir si... Hop. Ah ouais, non, je pensais avoir mis une animation sur mon PowerPoint, pas grave. Donc, on avait vu l'année passée, au niveau des accidents, tout ce qui concernait les préventions. Alors, il y a des préventions à avoir dans la gestion des médicaments.
Et au niveau matériel, donc tout ce qu'on peut mettre en place de matériel sans avoir besoin de surveiller, c'est une pharmacie contenant, pas comptant, mais contenant tous les médicaments rangés dans un seul endroit. Ça va, tout doit être mis au même endroit. C'est pas la peine de mettre des médicaments dans sa salle de bain, dans sa cuisine, à côté de sa table de chevet, de les laisser traîner dans le salon. C'est multiplier les risques de médicaments, d'overdose. Alors, les médicaments en question doivent être rangés dans leur boîte d'origine, avec la notice jointe. S'ils sont dans la bonne boîte, on risque évidemment moins de se tromper et de mélanger des vitamines avec justement des somnifères, par exemple. Alors, la pharmacie en question, elle doit être fermée à clé ou en hauteur, inaccessible aux enfants. Parce que un médicament, ça ressemble trop à un bonbon. Alors, au niveau de la prévention au niveau humain, donc ce que vous devez faire en tant que personne, c'est ranger le médicament après utilisation. Ça va, donc on ne le laisse pas traîner. Limiter l'automédication. Ça veut dire l'automédication, on va revenir sur cette notion-là, mais c'est le fait de prendre des médicaments par soi-même sans avis médical. On en prend tous à un moment ou à un autre. On fait tous un peu d'automédication. Ça ne doit pas durer longtemps. On risque de s'intoxiquer si on prend soi-même des médicaments sans avoir un avis médical derrière. Et éliminer les médicaments périmés. Donc tous les 6 mois, faire le tri dans sa pharmacie pour vérifier qu'on n'a pas des médicaments périmés. Et dans ce cas-là, on les ramène à la pharmacie et on s'en débarrasse. Comme ça, il n'y a pas de souci, on ne risque pas d'avaler un médicament périmé. Bon, la plupart du temps, les médicaments périmés n'entraînent pas de conséquences. C'est juste qu'ils perdent leur effet. Mais malgré tout, il vaut mieux éviter. Alors, de quoi c'est composé un médicament? Ceux qui ont fait le devoir l'année passée s'en rappellent peut-être. Il y a 2 choses importantes. Il y a ce qu'on appelle le principe actif ou molécule active et ce qu'on appelle l'excipient. Ça va? Donc, les médicaments, ils peuvent être sous toutes sortes de formes. Vous voyez ici qu'il y a des cachets, il y a des gélules. Ici, il y a des injections, il y a encore d'autres formes. Eh bien, on va voir que c'est parce qu'il y a des choses ici qui changent. Soit ils n'ont pas le même principe actif, soit ils n'ont pas le même excipient. Alors, le principe actif, la molécule, c'est la molécule qui va avoir un effet sur votre organisme, qui va avoir un effet qui va pouvoir vous guérir, vous soigner, prévenir quelque chose. Donc, le principe du médicament, il est là. Et alors, l'excipient, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, ici, définition du médicament, le principe actif, la molécule active, c'est la substance douée de propriétés thérapeutiques, c'est-à-dire ce qui va agir au niveau thérapeutique, au niveau du soin sur le malade. Et l'excipient, c'est la substance à laquelle on va mélanger ce principe actif. Donc, on a une molécule et la molécule, on va la mettre dans autre chose pour lui donner une forme. Donc du coup l'excipient, eh bien, ça veut dire qu'on a ce principe actif, on peut le mettre par exemple sous forme d'un suppositoire. Ça c'est un premier excipient. On n'aime pas ça les suppositoires, mais bon, ça fait partie d'une manière dont on peut donner un médicament. Donc on va mettre dans de la glycérine ici, quelque chose qui va pouvoir se dissoudre dans l'intestin de la personne, on va mettre le principe actif. Alors un deuxième excipient possible, ça peut être de la poudre. Vous avez parfois des médicaments que vous avez en poudre et que vous dissolvez dans un verre d'eau, vous mélangez. Ça va? Ça peut être une solution à injecter. Un liquide qu'on va vous piquer, on va vous piquer avec de différentes manières. Eh bien, donc c'est encore un autre excipient. Ça peut être un sirop aussi. Ça va? Donc là, un sirop qu'on va pouvoir prendre par la bouche. Ça peut être une pommade qu'on va mettre sur la peau. Ça peut être un comprimé que vous allez avaler. Ça peut être toute une série de choses. Ça peut être des gouttes qu'on va mettre dans l'oreille. Ça peut être des gouttes qu'on va mettre dans les yeux. Ça peut encore être d'autres choses. Donc l'excipient, c'est la forme qu'on va donner au médicament. Et donc du coup, si on prend par exemple ce médicament ici, Doliprane, je pense que vous connaissez certainement tous le Doliprane. Le Doliprane, c'est un antidouleur et antipyrétique. Ça veut dire que c'est un médicament qu'on va prendre quand on a mal quelque part ou quand on a de la fièvre. Il a un effet sur ces 2 symptômes-là. Ça va? Donc c'est du paracétamol. Alors,
la substance active là-dedans, dans tous ces 4 boîtes, elle est la même. Ça va, c'est le paracétamol. Ça, c'est la substance qui va avoir un effet thérapeutique sur votre corps. C'est la substance qui va pouvoir vous soulager au niveau de la fièvre et au niveau de la douleur. Et pourtant, c'est toujours du Doliprane, mais dans ces 4 boîtes-ci, eh bien, l'excipient est différent. Ça veut dire que la forme qu'on va lui donner à ce médicament n'est pas la même. Ici, on a des comprimés pelliculés. Donc, ce sont des comprimés qu'on va avaler avec un peu d'eau, qu'on avale directement comme ça et qui vont donc se retrouver au niveau de l'estomac. Alors, ici, juste en dessous, c'est des comprimés effervescents. Ça, vous avez certainement pris aussi. C'est un comprimé qu'on met dans un verre d'eau. Il se met à pétiller et vous buvez une sorte de boisson pétillante. Le comprimé a été dissous dedans. Donc c'est un autre excipient. Pourtant, le principe actif, il est le même. Et si vous prenez celui-là ou celui-là, globalement, l'effet de la substance active va être plus ou moins la même. Après, peut-être que certains d'entre vous vont le digérer plus vite comme ça ou plus vite comme ça. Ça dépend un peu d'une personne à l'autre. Mais le médicament lui-même, la molécule qu'il y a dedans est la même. Alors, vous avez ici en poudre, pourtant toujours Doliprane, toujours du paracétamol, eh bien, c'est de la poudre à dissoudre. Et ici, on en revient au suppositoire. Là, c'est même par une autre voie d'entrée qu'on passe. Il ne faut pas l'avaler, celui-là. On peut, mais ça ne marchera pas. Mais donc, du coup, c'est encore, pourtant, c'est toujours la même substance, mais qui va se transmettre d'une autre manière, qui a un autre excipient. Voilà, alors. Donc voilà, au niveau du médicament, 2 choses au niveau de la composition. La molécule active qui agit sur la maladie ou le symptôme ou qui vous prévient, ça va, c'est vraiment ça qui va avoir un rôle thérapeutique. Et l'excipient, c'est la forme. Le suppositoire, le comprimé, l'injection, le sirop, la pommade, les gouttes. Pourtant, ça peut parfois être le même principe actif, mais la manière dont il est présenté est différente. Alors, le rôle du médicament, eh bien, le médicament, ça va servir à plusieurs choses différentes. La première chose, ça peut servir à vous guérir. Donc, vous avez une maladie, vous avez une angine par exemple, le médecin va vous prescrire ici un antibiotique. L'antibiotique, pour rappel, quand on a vu les bactéries, c'est un médicament qui a pour objectif de tuer les bactéries. Eh bien, vous prenez cet antibiotique et son objectif, c'est de vous guérir. Après, la maladie, elle est terminée, elle est finie, vous êtes guéri. Un deuxième rôle que le médicament peut avoir, c'est de vous soigner. Alors, vous allez me dire que guérir et soigner, c'est des synonymes. Eh bien, en fait, pas vraiment. On peut parfois avoir besoin d'un médicament pour se soigner et malgré tout, on ne guérira pas. Ici, par exemple, ça c'est un exemple de médicament qui permet de soigner une pathologie qu'on appelle le diabète, que vous connaissez certainement, au moins de nom. Donc, c'est de l'insuline. Les personnes qui sont diabétiques type 1 ou diabétiques type 2, mais graves, ne fabriquent plus cette hormone ou ne la fabriquent pas, elle n'est pas de suffisamment bonne qualité que pour pouvoir gérer leur taux de sucre. Eh bien, ces personnes vont recevoir de l'insuline en injection ou via une pompe et ça permet de les soigner, d'équilibrer leur maladie, mais ça ne les guérit pas. Mais c'est un médicament dont ils ont besoin, en tout cas pour vivre une vie correcte, voire parfois pour vivre tout simplement, sans que ça puisse guérir. Ça, c'est un deuxième rôle du médicament. Alors, il y a un troisième rôle, c'est soulager. Ça, c'est souvent les médicaments qu'on prend en automédication, les médicaments qui soulagent. Donc, on avait vu le Doliprane, ici, je vous ai mis le Perdolan. Ce sont les médicaments qu'on va prendre quand on a des symptômes qui sont désagréables. Donc, si vous avez mal quelque part, si vous avez de la fièvre, si vous avez une migraine, vous allez prendre un médicament qui va avoir un effet sur ce symptôme, qui va l'améliorer, mais qui ne va pas vous guérir, qui ne va pas vous soigner. C'est simplement pour rendre les choses plus supportables.
Quand on a une infection virale, c'est souvent ça qu'on prend d'ailleurs, parce qu'il y a très très peu de possibilités de guérir des infections virales. Souvent, il faut attendre que ça passe. C'est d'ailleurs ce qu'on constate avec l'infection actuelle, hein. C'est un des problèmes. Comme c'est un virus, on ne trouve pas de traitement réellement pour pouvoir détruire ce virus-là. On a cherché, hein, il y a eu des gens qui venaient avec des traitements qui étaient soi-disant miracles et puis ça a été invalidé. Mais il faut attendre que ça passe et essayer que ça passe le moins inconfortablement possible. Donc on prend des médicaments pour se soulager à ce moment-là. Alors un troisième rôle, c'est tout ce qui est un quatrième rôle, c'est la prévention. Les médicaments, on va en prendre certains pour prévenir des maladies ou prévenir des problèmes. Le meilleur exemple, c'est le cas des vaccins. Quand on vous fait un vaccin, vous n'êtes pas malade, vous ne vous sentez pas mal, vous vous sentez même très bien, vous vous sentez même généralement mieux avant qu'après d'ailleurs, parce que ça n'est pas forcément agréable de se faire vacciner. Mais le vaccin, son objectif n'est pas de vous soigner, de vous guérir ou de soulager quoi que ce soit, mais c'est d'éviter que vous attrapiez la pathologie. Alors il y a un vaccin que vous avez au moins tous fait, c'est celui contre la poliomyélite, qui est le seul vaccin d'ailleurs obligatoire en Belgique. La polio, on appelle ça, c'est une maladie qui paralysait beaucoup avant, qui s'attaquait au système nerveux et qui entraîne des paralysies. Mais vous en avez peut-être fait d'autres. Contre la rougeole, contre certaines... qu'est-ce qu'on fait contre la méningite? Enfin, on préconise toute une série de vaccins pour les enfants pour éviter qu'ils n'attrapent des pathologies qui sont parfois lourdes, voire parfois mortelles. Voilà, alors... Voilà, donc ça, ce sont les rôles des médicaments. Guérir, soigner, soulager et prévenir. Quels que soient les médicaments qu'on va voir, on peut tous les mettre plus ou moins dans une de ces catégories. On va regarder, j'apporterai des notices médicamenteuses en classe et vous verrez que on essaye toujours, enfin on essaye non, tous ces médicaments rentrent en tout cas dans ces 4 catégories de traitement. Alors il y a une chose qui change au niveau des médicaments et ça c'est lié à l'excipient. Donc on a vu que l'excipient c'est la forme du médicament, ça peut être un comprimé, ça peut être un sirop, ça peut être une injection et du coup fatalement, eh bien, au niveau du mode d'administration, ça va se mettre différemment. Donc, on va parfois prendre des médicaments par voie orale. Dans nos pays, on aime généralement bien ça. On préfère avaler quelque chose que de le recevoir par voie anale. Ça, c'est très culturel. Je comprends tout à fait bien qu'on préfère comme ça, mais après, fatalement, je vis ici. C'est apparemment très culturel parce que dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, on préfère généralement recevoir le médicament par cette voie-là. Mais donc, voie orale, ça, c'est tout ce qui est les comprimés, les gélules, les sirops, les produits à boire, les poudres à dissoudre, etc. Donc tout ce qu'on va avaler par la bouche. Alors, ce qui va se donner par voie anale, à ce moment-là, ça c'est tout ce qui est suppositoire. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Maintenant, pour les enfants, c'est parfois plus facile de donner un médicament sous cette forme-là parce que tous les enfants n'acceptent pas d'avaler un médicament. C'est aussi plus facile si on a affaire à des symptômes de type vomissement. Quelqu'un qui vomit tout ce qu'on lui donne ne saura pas forcément prendre un médicament par voie orale. Par contre, ici, ça passera et à ce moment-là, ça pourra quand même soulager certains de ces symptômes. Alors, il y a également un autre mode d'administration, c'est l'injection, c'est la piqûre. Alors, la piqûre, elle peut être de trois ordres. Il y a la piqûre qui va se faire en sous-cutané, en intramusculaire ou en intraveineuse. Et ça dépend vraiment de ce que on veut vous injecter. Ça va? Donc, sous-cutané, ça va, on prend un pli de la peau. Souvent, on fait ça dans le ventre à ce moment-là. Et on va glisser l'aiguille juste en dessous de la peau pour injecter à ce moment-là le médicament qu'on veut faire. Alors, les personnes qui sont diabétiques se testent comme ça ou s'injectent des choses comme ça, elles le font elles-mêmes. Les personnes qui sont couchées longtemps et qui doivent se donner des médicaments qu'on appelle fraxiparine souvent pour éviter justement des problèmes au fait d'être immobilisées vont le faire assez souvent. C'est
pas quelque chose de compliqué à faire, mais si on n'a pas l'habitude, alors on fait appel à une infirmière pour pouvoir le faire. Alors, intramusculaire, ça c'est typique au vaccin. Et souvent, l'intramusculaire, elle va se faire dans le muscle ici de l'épaule. Parfois, ça se fait au niveau de la fesse, mais moins facilement parce qu'il y a des vaisseaux sanguins et des nerfs qui passent là, donc c'est souvent plus prudent de le faire là. Ou parfois dans la cuisse, quand c'est pour le bébé, parce qu'il a encore des tout petits muscles au niveau des épaules, donc du coup, on ne fait pas des vaccins à ce niveau-là. Et donc, la dernière type d'injection, c'est l'intraveineuse. Ça va, donc ça, c'est directement dans la veine ici. Et ça dépend un petit peu du médicament qu'on veut vous injecter. Ça va plus ou moins vite. Si on met en intraveineuse, le médicament est à effet immédiat. Si c'est en intramusculaire, ça va un petit peu moins vite. Et en sous-cutané, comme ça arrive dans la couche graisseuse, l'effet du médicament met plus de temps. Mais ça dépend de ce qu'on veut par rapport au médicament. Alors, ensuite, on peut aussi donner un médicament par voie cutanée. Ça veut dire à travers la peau. Ça, c'est tout ce qui est pommade, patch. On va déposer ça sur la peau. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y a des gens qui ont, par exemple, des patchs de morphine, qui ont des grosses douleurs au niveau du dos ou ailleurs. Mais mettons quelqu'un qui a très mal au dos. On va lui mettre un patch au niveau du dos et la morphine diffuse à travers la peau pour pouvoir justement avoir une action localisée. Si vous avez une entorse de la cheville, par exemple, vous allez aussi mettre de la pommade à l'endroit, de l'anti-inflammatoire à l'endroit où vous avez mal pour essayer d'avoir l'action la plus localisée possible. Parce que si vous prenez votre anti-inflammatoire par voie orale, il va avoir un effet, oui, mais il va avoir un effet sur tout le corps. Donc c'est parfois plus pratique d'utiliser la voie cutanée. Alors, la voie respiratoire, ça c'est tous les médicaments qu'on va prendre en respirant. C'est souvent les personnes asthmatiques qui utilisent leur puff. Elles aspirent sur leur puff et elles envoient directement le principe actif dans leurs poumons. Comme ça, il a une action immédiate dans les poumons puisqu'il y arrive immédiatement. Et puis, il y a encore par les yeux, quand on doit avoir des gouttes au niveau des yeux, dans les oreilles, ou via les muqueuses. Certains médicaments, vous a peut-être déjà donné des médicaments comme ça à faire fondre sous la langue. En fait, l'objectif est qu'ils traversent la muqueuse, donc la peau toute fine qu'on a sous la langue, pour agir par en dessous. Voilà. Ah bah, ici. Quelle différence fait-on entre sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse? Je viens de vous l'expliquer. Hein. Sous-cutanée sous la peau, intramusculaire dans les muscles et intraveineuse dans la veine. Voilà une petite illustration de ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà, voie orale, voie entérale, ça va, c'est la plus utilisée, la plus classique. On avale quelque chose et le médicament arrive au niveau de l'estomac et puis il passe dans l'intestin et comme la nourriture, il est envoyé dans le sang au niveau de l'intestin. Ça suit exactement le même trajet que la nourriture. Et donc c'est pour ça que quand vous avalez un médicament, eh bien, il faut le temps qu'il aille se diffuser dans votre organisme. Donc quand vous avez mal à la tête, mal au ventre, vous prenez un médicament par voie orale, vous constatez qu'il faut environ une demi-heure pour que le médicament fasse effet. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'il atteigne votre intestin, qu'il puisse être diffusé dans le sang et que le médicament se diffuse dans votre organisme. Alors, ici, les 3 types d'injections dont je vous ai parlé, ça va sous la peau, dans le muscle, et en fait non, c'est 2 fois sous la peau et 1 fois en intramusculaire, puisqu'il n'y a pas, l'intraveineuse. Plus rapide que ça va. Ici, les patchs, donc en sous-cutané. Ici, on voit que le monsieur aspire quelque chose au niveau pulmonaire. Ici, c'est tout ce qui est goutte dans les yeux. Et ici, c'est le truc romantique, c'est le suppositoire dans le derrière, plutôt pour les enfants, alors à ce moment-là, ou pour les personnes qui ne savent pas avaler. Alors, une fois que le médicament est dans le corps, eh bien, il va avoir un effet qui est un peu le même. Il va être absorbé par l'organisme. Tout dépend évidemment il ne va pas être absorbé de la même manière.
Si on l'avale, je vous ai dit, c'est au niveau de l'intestin que ça va se répandre. Si on le met par voie anale, c'est également au niveau de l'intestin, mais par l'autre côté que ça va se répandre. Si c'est au niveau de la peau, c'est à travers la peau. Mais de manière générale, quoi qu'il arrive, quand on est en contact avec un médicament, eh bien, il va finir par se répandre dans l'organisme, quel qu'il soit. Alors, je vais voir si je sais vous lancer le lien ici. Ouais. Quels sont les mécanismes d'interaction entre des médicaments et l'organisme dans lequel ils évoluent ? Un médicament est considéré comme une substance étrangère par l'organisme. Celui-ci va essayer de l'empêcher de se diffuser et chercher à le transformer pour qu'il devienne inactif et soit éliminé plus facilement. Les molécules actives doivent être capables de traverser au mieux toutes les barrières et le système de défense du corps humain. Cette première étape est directement liée au mode d'administration. Le transfert dans le sang peut être complet avec une injection intraveineuse ou plus lent, voire incomplet, lorsque le médicament est absorbé par voie orale. Les chercheurs doivent savoir ce qu'il advient du médicament pendant ce trajet, combien de temps il reste dans l'organisme et quels sont les facteurs ralentissant ou accélérant sa dégradation. Après l'absorption, l'intestin ainsi que les bactéries qui y sont présentes participent à cette dégradation, mais le foie en sera le principal acteur. Les molécules actives sont biotransformées en métabolites par des enzymes au cours de réactions d'oxydation, réduction ou hydrolyse. Une fois dans le sang, le principe actif diffuse vers les organes via le réseau capillaire en traversant les parois tissulaires. Mais certaines barrières comme le placenta qui protège le fœtus ou la barrière entre le sang et le cerveau sont plus difficiles à traverser. Les molécules actives ou leurs métabolites sont éliminées principalement par les reins. Elles peuvent l'être également par élimination biliaire, mais aussi par l'air expiré, la salive, la sueur et même les larmes. Absorption, métabolisme, distribution et élimination vont plus ou moins vite, entre 1 et quelques heures. Beaucoup de médicaments, et notamment ceux pris par voie orale, ont quasiment disparu un jour après leur administration, d'où la nécessité de répéter les prises. En pharmacologie, les chercheurs définissent la cible du médicament, là où il se fixe pour provoquer l'effet thérapeutique recherché, et étudient les interactions entre la molécule active et les récepteurs au plan moléculaire. Ils doivent aussi déterminer la biodisponibilité du principe actif, la fraction administrée qui aura un effet pharmacologique. Cela conditionne la forme sous laquelle le médicament sera proposé, la posologie, c'est-à-dire la quantité administrée et la fréquence des prises. Voilà, donc la petite vidéo là vous permet de comprendre que le médicament, quelle que soit la manière dont on va l'assimiler, il va se retrouver dans tout l'organisme. Et que une fois qu'il est dans l'organisme, eh bien, il va falloir qu'il soit évacué petit à petit. Et donc là-dedans vont entrer en jeu toute une série d'organes. On a vu, il y a le foie, il y a les reins. Par la transpiration, par les urines, on va éliminer ce principe actif qui a un effet évidemment favorable à l'organisme, mais pas, qui peut avoir aussi des effets secondaires. Et ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, eh bien, je vous remercie en tout cas d'avoir écouté déjà ce premier cours. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur le rôle des médicaments que je vous ai mis dans le mail que je vous ai envoyé. Voilà, j'espère que vous avez tous et toutes contacté vos lieux de stage. Et bien, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée si c'est le soir, une bonne journée si c'est le matin que vous me regardez. Et je vous dis à bientôt.